Bonsoir à tous, c'est le débat de Ça vous regarde. Je suis ravi de vous retrouver chaque soir en direct. Retour sur ce marathon diplomatique. C'est vrai que vous avez pu le suivre, même ici sur ce plateau, on en a beaucoup parlé. Un marathon diplomatique mené par François Hollande. D'abord David Cameron lundi, Barack Obama, Angela Merkel, Matteo Renzi. Et évidemment, ce soir, il est à Moscou pour une rencontre au sommet avec le président Vladimir Poutine, qui est le grand défenseur de Bachar el-Assad. On va revenir évidemment sur toutes les questions que vous vous posez. La stratégie, les obstacles, c'est vrai que c'est compliqué. On parle de moins en moins de coalitions, mais d'un changement de sémantique. On reviendra évidemment sur cette coalition en gestation, puis on reviendra aussi sur les divergences de vues entre la France et la Russie. On fera le point bien sûr, et puis on parlera de cet incident diplomatique grave entre Russes et Turcs, avec cet avion Sukhoi qui a été abattu par les troupes d'Ankara, qui d'ailleurs au passage a tué 2 soldats russes. On reviendra sur cette question. On essaiera de répondre à toutes ces questions, puis on va s'interroger simplement sur la force, nos forces militaires. Est-ce que nos ambitions militaires sont évidemment à la hauteur de ce que l'on veut faire de cette coalition? C'est un vrai sujet parce qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire bien que l'armée tire la langue en mettant des guillemets. On va en parler ce soir. lcp.fr, vous connaissez l'adresse bien sûr. Le JDD qui est notre partenaire, vous verrez évidemment la réponse à la question posée. Et puis hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Et vous êtes de fidèles, de plus en plus fidèles d'ailleurs. Et puis il y a au passage notre page Facebook. Vous pouvez bien sûr la liker. Eduardo Riancipel, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne, spécialiste entre autres, je dis entre autres parce que vous êtes en charge de la riposte, mais aussi des questions de défense. J'ai vu que vous étiez aussi membre de cette mission parlementaire, délégation parlementaire à l'OTAN. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Ordre. Vous aussi, vous êtes membre de cette délégation parlementaire. Je n'y suis plus depuis que je suis vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Affaires étrangères. Donc on rectifiera notre fiche. Non, j'y étais jusqu'à la semaine dernière. Voilà. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN. De l'OTAN, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je rappelle que vous avez été la présidente de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes au Sénat. Il y avait plusieurs propositions concrètes. On en parlera ce soir avec vous, j'en suis sûr. Sur ce plateau, Bruno Tertrais, bonsoir. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, je me suis intéressé évidemment à votre livre La guerre, qui est un que sais-je, qui est évidemment un livre fondamental, mais vous avez sorti un document, alors ce n'était pas un livre, c'est un document de travail de chercheur, L'art de la ligne rouge, et vous allez nous en parler, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu cet attentat de Sharm el-Sheikh et cet attentat du 13 novembre, c'est vrai que voilà, il y a eu un franchissement de cette ligne rouge et vous allez développer votre pensée dans quelques instants. Puis avec nous, le général Vincent Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes général, je viens de le dire, ancien directeur de l'école de guerre qui s'appelle le Collège interarmé, si je ne m'abuse. Votre livre, c'est La dernière bataille de France. Il vient de sortir chez Gallimard. Vous êtes un général qui n'a pas sa langue dans sa poche. On vous écoutera évidemment sur le constat que vous faites sur la situation de l'armée française qui est aujourd'hui en guerre. C'est ce que nous a dit le président Hollande. On y reviendra. J'ai lu dans une interview que le 28 octobre dernier, vous annonciez qu'il y aurait des attentats majeurs en France. On en parlera bien entendu avec vous dans quelques instants. D'abord, retour avec Alix Pichon sur ce marathon diplomatique. C'est vrai qu'il y a une semaine chargée pour le président Hollande. Elle a commencé, je viens de l'indiquer, lundi avec David Cameron. Et il est ce soir à Moscou pour un tête-à-tête important, peut-être décisif, avec Vladimir Poutine, comme nous l'explique Alix Pichon. Regardez. Une poignée de main très attendue. Le marathon diplomatique de François Hollande s'achève avec Vladimir Poutine à Moscou pour un entretien crucial. L'objectif, le convaincre de rejoindre la coalition contre Daesh. Le terrorisme donc est notre ennemi. Et nous le connaissons, il a un nom, c'est Daesh, État islamique. Il a un territoire, il a une armée, il a des ressources. Et donc nous devons faire cette large coalition dont j'ai parlé pour frapper ce terrorisme. Nous sommes prêts à cette coopération, Monsieur le Président, et nous sommes ravis que vous soyez venus. La veille, François Hollande recevait Angela Merkel, place de la République pour un moment de recueillement, puis à l'Élysée pour un dîner. Il a obtenu de la chancelière la promesse d'un soutien dans la lutte contre le groupe djihadiste. Lorsque le président m'invite à réfléchir aux responsabilités supplémentaires que nous pourrions assumer, eh bien pour moi, c'est une véritable mission et nous réagirons vite. Mais l'effort allemand ne se déploiera pas pour l'instant au Moyen-Orient. La chancelière a besoin du feu vert de son Parlement pour engager une opération militaire. C'est donc au Mali que l'Allemagne enverra 650 soldats supplémentaires, en plus des 200 déjà sur place, pour soulager la France dans son effort de guerre. Le même jour, François Hollande a reçu Matteo Renzi, le président du Conseil italien. Là aussi, le chef de l'État a obtenu son soutien. Les deux hommes partagent un objectif commun, la destruction de Daesh. Mais Matteo Renzi a insisté au passage sur la nécessité de régler la situation en Libye, qui pourrait bientôt devenir la prochaine urgence.
Côté britannique cette fois, David Cameron est sur la même longueur d'onde que François Hollande. Une intervention militaire étendue à la Syrie est nécessaire. Face au Parlement jeudi, le Premier ministre britannique a plaidé pour davantage de soutien à la coalition. Le vote aura lieu la semaine prochaine. À Washington, en début de semaine, le président français a rencontré Barack Obama. L'unité est affichée, mais peu d'engagement de la part du président américain, mis à part sur l'intensification des frappes et le renforcement des échanges en matière de renseignement. Les deux chefs d'État ont aussi opté pour une aide accrue aux groupes déjà présents sur le terrain. Nous avons aussi décidé de travailler avec nos partenaires de la coalition en Irak et de soutenir tous ceux qui combattent au sol Daesh et de faire en sorte que ces forces-là puissent être aidées, équipées par l'ensemble des pays qui veulent, sur le plan militaire, détruire Daesh. Pas question d'envoyer des troupes au sol. François Hollande et Barack Obama redoutent un scénario semblable à celui qui a suivi l'intervention américaine en Irak en 2003. Voilà, Eduardo Riancipel, c'est vrai que là, c'est une semaine importante. On nous l'annonce décisive cette semaine, c'est ce marathon diplomatique. On verra David Cameron, qui aujourd'hui était devant son Parlement pour essayer de convaincre eh bien, de faire des frappes en Syrie, parce que les Britanniques ne frappent pas en Syrie. Ce soir, vous êtes optimiste, ou est-ce qu'on peut dire que le bilan est mitigé sur ce mot coalition, puisque le président Hollande l'a encore redit face à Vladimir Poutine, il souhaite une large coalition. Est-ce que ce soir, on est très très loin du compte ? Il faut qu'on avance et il n'y a pas d'avancée possible sans dialogue. Et la décision du président Hollande d'aller immédiatement mobiliser Barack Obama, Vladimir Poutine, il y est en ce moment. Mobiliser ou leur parler ? Les deux, parce qu'il faut leur parler pour les mobiliser. Parce que manifestement, il n'y a pas de possibilité jusqu'à présent de se mettre d'accord entre les États-Unis et la Russie, par exemple, sur la question de ce que l'on fait en Syrie, en particulier contre Daesh. Et moi, j'ai parlé, après le congrès de Versailles, d'une possibilité d'un Yalta anti-Daesh. Parce que c'est exactement ça, ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est décisif aujourd'hui ? Je ne peux pas vous le dire. Personne ne peut prédire. Sur la photo, sur ce Yalta, il y a c'est qui ? fondamental. D'abord, il faut traiter avec les Russes. Il faudra aussi traiter le moment venu avec les Iraniens. Mais c'est l'ensemble des membres du Conseil de sécurité que le président Hollande va voir tout au long de cette semaine. Et c'est très important parce qu'à un moment donné, malgré les divergences, elles existent. Le sort, par exemple, du régime syrien et en particulier de celui de M. Assad. On pourra y revenir. Mais il y a un élément objectif dont on sait que tout le monde partage l'objectif, c'est la destruction de Daesh. On ne sait pas encore comment y parvenir. Je sens des signes positifs en écoutant le président Vladimir Poutine dire qu'il est d'accord pour le faire. Je pense qu'on peut avancer sur des objectifs, des cibles communes. On peut appeler ça coalition, on peut appeler ça donc coordination. On a déjà retiré le mot coalition là. On peut même reprendre un terme. Coordination ? Peut-être. J'ai apprécié la proposition de l'ambassadeur russe à Paris qui a parlé d'un état-major commun contre Daesh. Je trouve que toutes les options sont intéressantes. C'est moins les mots qui comptent que la capacité à dire comment est-ce qu'on frappe ensemble le groupe terroriste Daesh, quels objectifs on met en place et comment on se les partage. Juste ce petit tweet, parce qu'il y a beaucoup de tweetos et de Français qui s'interrogent. Hollande a agi raisonnablement, nous disent tweetos, en Afrique, mais en Syrie, il a été aveuglé par notre dépendance aux monarchies du Golfe, nous disent tweetos, et on parlera peut-être de l'Arabie Saoudite, qui est un sujet important. Nathalie Goulet, dans quel état d'esprit vous êtes ? C'est vrai que pour l'opinion, le président est parti en guerre, il nous l'a dit, il nous l'a répété, et il est parti rencontrer, évidemment, les grandes capitales occidentales pour mobiliser. Est-ce que ce soir, vous pensez qu'il va réussir, ou est-ce que ce soir, c'est beaucoup plus compliqué ? Alors moi, je fais partie d'une vieille école. La France doit parler d'une seule voix dans des situations difficiles. Donc ça, c'est ma position. Je ne serais pas allé serrer la main de M. Poutine, je ne serais pas allé en Crimée, je n'aurais pas non plus serré la main de M. Bachar, mais je suis d'une vieille école. Alors quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut en penser, je pense qu'il faut une coalition contre Daesh, je crois que tout le monde a bien compris. Oui, d'accord. Mais en même temps, vous voyez bien que personne n'a envie de mourir pour la Syrie. Bon,
Ça, c'est une réalité. Et puis la deuxième chose, c'est que on a cette volonté marquée après cet attentat, et c'est tout à fait normal que le président s'exprime, mais il ne faut pas oublier que nos forces militaires, et notamment le budget de la défense, a été une variable d'ajustement depuis des années, et que le temps de reconstituer des troupes, on n'a absolument pas les moyens de notre ambition. On va y venir sur cette question militaire, mais Bruno Tertrais, sur la diplomatie et la stratégie, et Vincent Desportes prendra la parole, il y a évidemment un casus belli, c'est la question de Bachar el-Assad. Est-ce que ce soir, le président Hollande a les moyens de faire bouger Vladimir Poutine sur cette question, lui orienter les canons plus vers Daesh que vers les rebelles, par exemple? Non, je ne crois pas. Attention, le terme casus belli, pas l'employer trop fortement, parce qu'on n'est quand même pas dans un casus belli entre la France et la Russie. Non, c'était le sujet. Pas des ennemis. En diplomatie, on dirait que c'est un point sur lequel il y a dû avoir des explications franches. Drôle de coalition quand même, parce que si sur le plan militaire, on a effectivement des objectifs communs, on peut avoir ce que les militaires appellent de la déconfliction, c'est-à-dire on s'efforce de faire en sorte, tiens, c'est toi qui vas tirer là aujourd'hui, et demain ça sera moi, c'est un etc. terme américain, je crois. Hein, oui, c'est un terme américain pour lequel il n'y a pas véritablement d'équivalent français, mais qui est parlant. Quant à dire un état-major commun, moi je n'y crois pas une seconde. Pourquoi ? Parce que dans un état-major, il faut un patron. Or, je n'imagine pas une seconde, les Français se mettent sous la direction des Russes, ou l'inverse, inversement, les Russes se mettent sous la direction des Américains. Le problème... Donc joyeux bazar. Non, attendez, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, il y a une priorité pour la Russie qui reste non pas Daesh, mais les forces qui sont qui combattent directement le régime syrien. Alors les Russes ont un petit peu bougé, ils frappaient à peu près 5% de Daesh il y a 3 semaines. Aujourd'hui, c'est selon les estimations entre 15 et 30% selon les sources. Donc ça les avance. Russes ont bougé, on a des choses à se dire, on a des objectifs communs. Mais grande coalition, tous unis pour battre Daesh, je n'y crois pas. La meilleure preuve, c'est quand même ce qui s'est passé avant-hier, parce que, regardez, la Turquie et la Russie, 2 pays qui, pour des raisons diamétralement opposées, ont choisi de ne pas avoir Daesh comme priorité. La Turquie, parce qu'elle préfère que Daesh se batte contre Bachar, et donc elle se garde de tout faire. Bien sûr. Voilà. Donc, drôle de partenaire dans la coalition quand même. Et la Russie, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir qu'elle préfère soutenir Bachar. Donc le grand paradoxe, et c'est les deux extrémités de cette coalition qui est quand même de bric et de broc, c'est que on a une extrémité, la Turquie, qui ne veut pas trop frapper Daesh parce que... Et qui est gênée par les Kurdes. C'est absolu, c'est Bachar. Et que sa deuxième priorité, c'est bien sûr la question taper kurde aussi sur les Kurdes. Et à l'autre bout de la coalition, c'est la Russie qui, elle, frappe un petit peu plus sur Daesh parce que Daesh l'a frappé, Sharm el-Sheikh, l'attentat de Sharm el-Sheikh. La fameuse ligne rouge. Oui, c'est si vous voulez, une forme de ligne rouge, mais qui n'a toujours pas pour priorité la lutte contre Daesh. Je crois que ce que François Hollande fait, j'en terminerai par là, c'est de la mobilisation politique, c'est du symbole diplomatique, c'est important, mais je ne pense pas qu'il ait véritablement aujourd'hui fait bouger les lignes à Moscou. Vincent Desportes, vous en pensez quoi? Parce que j'ai lu, et c'est un petit trait, une petite saillie, mais j'ai lu dans un article parisien, je crois, que c'était le salon du Bourget en Syrie. Tous les avions, toutes les marques sont représentées. C'est très compliqué, ça va être très compliqué à organiser. Vous qui connaissez bien l'armée, est-ce que le mot coalition ce soir, on va le retirer de notre vocabulaire? On va parler de coordination, de... Quel mot vous metteriez-vous? Alors, moi, je crois qu'une coalition ne peut exister que si elle a un objectif à construire. Alors vous disiez... Elle a l'objectif. Non, pas du tout. Vous disiez... Non. Elle a un objectif à détruire. Pour l'instant, vous le disiez, monsieur le député, il faut détruire. Mais une coalition ne peut exister que quand elle sait ce qu'elle va faire, ce qu'elle veut construire. La bataille, ça sert à détruire. La guerre, ça sert à construire. Et le grand problème de la coalition, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut construire. Elle ne sait pas ce qu'elle veut le jour d'après. C'est bien ça la difficulté. C'est-à-dire l'avenir de la Syrie. L'avenir du Moyen-Orient et de la Syrie et de l'Irak. Et tant que ces acteurs, et ce sera très difficile, tant que ces acteurs ne seront pas d'accord sur le jour d'après, eh bien, on aura beaucoup de mal à faire plus que de la coopération. Il faut une stratégie donc. Il faut une stratégie, mais la stratégie, je le rappelle, c'est toujours un rétro-raisonnement à partir d'un objectif final. Et cet objectif final est très difficile à définir parce qu'on l'a dit, les volontés sont opposées, les visions sont opposées. Et donc, tant qu'on n'aura pas défini cette vision future, on sera condamné à faire de la coopération tactique
et de On court n'est terme. même plus dans de la coordination, on est dans la coopération. C'est quoi la différence? Non, mais coopération, coordination. Ce que je veux dire, c'est que la coalition ne pourra véritablement exister que quand elle aura un objectif commun qui dépassera les volontés nationales. Et j'insiste sur cette affaire de la construction. En 2011, quand nous sommes passés faire la guerre en Libye, nous avions qu'un objectif qui était de détruire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc il faut véritablement dépasser cet objectif et Nouvel savoir... axe dangereux, la Libye, hein, selon un rapport parlementaire. C'est vrai que c'est le Évidemment. nouveau territoire de Daesh. Évidemment. Donc, alors si vous détruisez Daesh, sans savoir ce que vous allez mettre après, ce ne sera pas mieux que Daesh. Et donc, il est très important de savoir ce qu'on veut construire. Et c'est pour ça qu'on bute sur cette affaire de coalition, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut ensemble. Nathalie Goulet, Édouard Dorion-Sipel, j'ai lu un article, il y a un numéro spécial du Point, 70 pages, avec un ancien ex-numéro 2 d'intervention en Irak, un Américain, qui dit mais il faudrait créer une coalition digne de celle que l'on a menée contre l'hitlérisme. Est-ce que, alors on est dans des grands mots, mais est-ce que ce débat... Non, ça vous choque? Moi, je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. On a une armée Daesh de 30 000 hommes. On n'a pas un régime nazi avec la même puissance militaire et totalitaire, même si dans l'esprit, Daesh est une idéologie totalitaire. Mais ce n'est pas la même puissance militaire. Je crois qu'il faut qu'on apprenne des choses de l'histoire. D'abord, vous venez de le dire, les différents pays concernés, et même ceux de la région, ont des agendas diplomatiques différents. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs politiques différents et par conséquent des stratégies différentes. Donc du temps. C'est cela que nous essayons de déblayer. Comment, en fonction des stratégies différentes, on peut quand même avoir un objectif commun, coalition, pas coalition, peu importe. L'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à endiguer ce qu'on fait déjà. Il ne faut pas croire que les frappes que l'on mène contre Daesh ne portent pas leurs effets. Ça les abîme, ça coupe des routes. J'ai assisté cette semaine à une commission de la défense nationale et des forces armées dont je suis membre. Nous avons reçu le chef d'état-major de l'armée, ou des armées, le général Pierre de Villiers, qui nous rappelait, ne croyez pas un instant que ces frappes sont inutiles, elles font mal, elles font très mal à Daesh. Il faudra une intervention au sol. Et comment est-ce qu'on fait? On nous dit qu'on ne gagne pas de guerre avec des avions en faisant des frappes. On est d'accord. Oui, pour le moment, nous ne sommes pas dans la phase. Nous sommes pas dans la phase d'organiser quelque chose au sol, parce que personne n'est d'accord. Mais il faut bien se trouver des objectifs communs. Et je voudrais juste répondre à Nathalie Goulet, avant de céder la parole. Cette idée d'après laquelle notre armée serait pourrie, qu'elle ne pourrait rien faire, qu'elle serait en train de crever. On va y venir, non, on va y venir. Eh bien, j'ai quelques chiffres. C'est ce que les gens entendent quand on dit les choses. Alors, je suis d'accord avec vous. J'ai dit qu'on a coupé les budgets depuis des années, que ça a été une variable d'ajustement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Soyons précis, depuis 2012, nous l'avons stabilisé à 31,4. Depuis les attentats on va y venir, j'ai des chiffres. Qui ont augmenté. Nous avons préservé notre modèle de défense. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est ce que nous avions prévu, et j'étais membre avec Bruno Tertrais du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale, c'est la simultanéité des crises que nous avons eu à subir. Elles sont tombées toutes en même temps. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens de stabiliser le Mali et le Sahel. C'est la différence avec la Libye. Tout n'est pas réglé, mais nous avions pensé quelque chose comme après. D'ailleurs, les accords d'Alger ont eu lieu. Donc, attention, problème après problème. Avec des soldats allemands qui mais devraient il venir faut au Mali. bien un effort général pour taper Daesh dans la durée. Alors, on a un petit tweet qui va faire écho à ce que vous nous dites. On ne s'excite pas. Coalition, état-major, ce sont des mots. Les actes sont plus importants. C'est que l'opinion ce soir attend des actes. Juste écoutez ce qu'a dit. Et je vous commenter, et Nathalie Goulet, c'est en phase avec notre débat. C'est Jean-Yves Le Drian qui justement a répondu à des questions au gouvernement et qui a pris position sur cette question stratégique de Bachar el-Assad, de la position russe. Écoutez ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian. Et puis on va pouvoir en débattre juste après. Puis on parlera de l'Arabie Saoudite. Je veux qu'on en parle aussi. Aujourd'hui, le déclaratif russe sur la nécessité impérative de frapper Daesh est un narratif intéressant qui nous permet sans doute d'avoir demain un objectif commun, mais concrètement, il ne se manifeste pas encore. Et il est difficile de passer un accord d'objectif commun avec un pays qui déclare attaquer Daesh, et donc 10% seulement des frappes visent Daesh, et les autres uniquement les insurgés qui protestent contre la dictature de Bachar el-Assad. On ne peut pas tenir les mêmes discours en même temps. Il nous faudra donc impérativement, dans les impératifs que nous devons avoir pour l'action collective, avoir une ligne claire
il y a un ennemi, c'est Daesh, et tous les objectifs et tous les moyens sont centrés sur Daesh pour le détruire le plus rapidement possible. Alors, Nathalie Goulet, Vincent Desportes, sur la stratégie, on basculera ensuite sur notre armée, sur ses difficultés. Bachar el-Assad n'est plus un ennemi pour la France, c'est Daesh qui est l'ennemi, parce qu'il y a un vrai débat de positionnement stratégique. Le président a légèrement évolué sur sa sémantique, mais est-ce que Bachar el-Assad, vous qui êtes une députée de l'opposition, est-ce qu'il reste toujours un ennemi pour la France? Et donc ça sème un peu la confusion. Alors je voudrais vous dire que chez nous au Sénat, dans la commission des affaires étrangères, qui est aussi la commission de la défense, on a une très grande solidarité à l'égard de l'action de nos militaires, parce qu'une fois que les gens sont sur le terrain, on évite précisément le genre de message que vous avez fait passer, qui n'est pas celui que j'ai dit. Et ensuite, on a une grande solidarité à l'égard du gouvernement. Je vous rappelle que si la loi de programmation militaire est passée comme elle est passée, c'est quand même parce que le Sénat a maintenu ses budgets et qu'on a voté majorité-opposition ensemble. On est tout à fait solidaire de l'action et du ministre de l'Intérieur. On a un sujet à vous montrer sur l'armée. Répondez à ma question. Est-ce que Bachar el-Assad est toujours un ennemi de la France, alors qu'on nous dit que Daesh est aussi un ennemi de la France? Bachar el-Assad reste un ennemi. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne serais pas allé lui serrer la main. Mais c'est surtout que la position française reste la seule de son espèce, alors que tous les autres ont évolué en disant il faut d'abord discuter avec Bachar, régler le problème de Daesh et on réglera le problème de... Mais je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que si cette situation s'est dégradée, c'est parce que et le Conseil de sécurité et le reste des parties prenantes se sont pas mis d'accord depuis des années et que la situation a eu le temps de se dégrader. Aujourd'hui, il faut faire face à une situation qui est extrêmement complexe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a envie de mourir. Alors que les frappes sont importantes, il faudra des actions au sol, on n'y arrivera pas autrement. Mais de toute façon, complexe, et en même temps l'opinion attend des actes forts, des symboles, et on nous dit depuis plusieurs jours, c'est compliqué, c'est long, on n'y arrivera pas. Vous en pensez quoi, Bruno Tertrais? Il y a une opinion qui attend, à qui on a dit c'est la guerre, nous sommes en guerre. Je vais vous dire, c'est compliqué, c'est long et on y arrivera. Et on y arrivera. Très souvent, dans les interventions militaires, on commence par dire « Alors, qu'est-ce qui se passe? On attend, on est impatient, c'est l'enlisement. » Il y a toujours un moment où quelqu'un dit Vietnam, d'ailleurs, quand on s'engage au sol. Et puis, on voit que parfois, il y a des tournants. Il y a des tournants et les choses peuvent aller parfois... Le tournant, on en est où, là? On n'est pas dans le tournant, comme dit Édouard Dorian-Sipel, on est... Attendez. On est au début, effectivement. Ça mettra... des semaines pour commencer à affaiblir significativement Daesh et des mois pour essayer de renverser la situation. Grâce à des frappes, Bruno Tertrais. Je pense que le potentiel des frappes n'a pas été encore pleinement utilisé. Les États-Unis, pour des raisons qui leur sont propres, et la Russie, pour ses propres raisons, ne se sont pas pleinement engagés. Voilà, donc ça c'est dit, parce que c'est vrai que c'est... Deuxièmement, au sol, attendez, les États-Unis s'engagent en Irak, mais on les sent extrêmement prudents. Non, mais ils vont quand même un petit peu bouger. Le tanker... Sur quoi? Sur le renseignement, le renseignement, c'est pour nous. Les frappes, il y en aura davantage. Les troupes au sol, comme tout le monde l'a dit, il n'y aura pas d'intervention européenne ou occidentale. Les forces spéciales, mais c'est pas des troupes réellement. Forces spéciales, peut-être, mais surtout... il faut soutenir davantage les Kurdes. Moi, je serais partisan, même si c'est très discutable, en tout cas discuté, qu'on aide davantage les quelques éléments militaires, et il en reste qui ne sont pas des djihadistes, qui se battent aussi parfois contre Daesh, contrairement à ce que disait un responsable de l'opposition hier, ça n'est pas vrai de dire que l'opposition non-Daesh ne se bat pas contre Daesh. On va y venir, justement. Elle n'arrête pas. Alors, il y a un débat, ça se passe en Jordanie, il y a une liste, où on va éliminer ceux qui seront l'opposition politique. Un dernier mot. Et Vincent Desportes. Vous nous avez posé une question. Je comprends très bien les questions que se pose la population. Deux choses. D'abord, ce n'est pas parce qu'on dit que notre ennemi c'est Daesh, la priorité c'est Daesh, que c'est pas un match de foot, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas parce qu'on fait du Daesh aujourd'hui que Bachar, effectivement, on le trouve subitement... Il reste un problème, Bachar, ce soir. Mais la grande différence, c'est qu'on ne se battait pas militairement contre Bachar. Donc, il n'y a pas réallocation de moyens. Donc, c'est un peu un faux problème. Dernier point, vous nous avez posé à deux reprises la question pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme au temps de la Seconde Guerre mondiale? Parce que ça n'a rien à voir sur le plan militaire. On n'est pas dans la même situation politique. On n'a pas un accord stratégique qui fait qu'on est d'accord entre Moscou et les pays occidentaux. Voilà. C'est là où ça par bloque. ailleurs, militairement, c'était un théâtre
extraordinairement différent, avec une vraie puissance militaire qui est armée. au centre du jeu. Ça n'a rien à voir. Alors, les Yaka Faucon des anciens généraux, je ne parle pas pour vous, C'était mon pas un général, hein, je parle c'était un pas- fonctionnaire, c'était un haut fonctionnaire. Des fonctionnaires, des experts et des généraux. Vincent Desportes. Voilà, sortons un peu de ces images historiques. Américain qui nous a emmenés là. Nathalie, je peux vous soumettre ce tweet juste parce que les gens sont en direct à l'heure de nommer l'ennemi Daesh. Il est identifié. Quel nom portent les rebelles syriens avec un point d'interrogation de Luis Tweetos et il nous répond Al-Nosra, Al-Qaïda. Non, c'est non, mais réducteur. Il y a l'armée c'est- syrienne libre, il y a Al-Nosra. Oui, mais c'est un tweet. Al-Qaïda. Il y a aussi Al-Nosra qui Je est sur le réponds à terrain. votre tweeto. Al-Nosra est sur le terrain. Et sur le terrain, mais il y a l'armée syrienne libre. Il ne faut pas oublier qu'en Et Syrie, Vincent Desportes, s'il vous il y a aussi des Syriens nationalistes, patriotes, qui ne sont pas nécessairement dans un camp radicalisé, fanatique. Pardon, moi. Vincent Desportes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de peuple syrien. Je crois qu'il faut le répéter, et c'est bien ça une des difficultés. Notre diplomatie, vous la regardez comment Mais moi, sur je notre reviens- stratégie évolutive à Mais l'égard de Bachar? Je reviens sur cette affaire de Deuxième Guerre mondiale. Certes, les choses ont changé et rien n'est comparable. Mais ceci dit, il y a un espoir dans la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Roosevelt et Staline ne sont pas d'accord dès le départ. Et que petit à petit, il n'y a pas de véritable stratégie. Il y a une coopération qui va devenir une stratégie. La Deuxième Guerre mondiale, elle est gagnée parce qu'il y a une suite de conférences à Casablanca, à Téhéran, à Potsdam, à Yalta, où petit à petit se construit le chemin de la victoire. Et c'est bien parce qu'on n'est pas... On peut ne pas être d'accord au départ et être en coopération et petit à petit construire, mais dans le temps long. La deuxième chose que nous apprend la Deuxième Guerre mondiale, et ça, c'est la même chose. C'est qu'il y a eu une génération de Français qui s'est battue dans des conditions difficiles, dans la souffrance, pour vaincre l'obscurantisme hitlérien. Et ça a été difficile. C'était une génération. Il y a eu une autre génération qui s'est battue contre l'obscurantisme communiste. Et ça a été long, et ça a été difficile, et ils ont gagné. Et cette génération, la nôtre aujourd'hui... Un nouveau combat. Aujourd'hui, c'est le combat de cette génération et qui va durer longtemps. Et on ne va pas gagner demain, ni dans 10 jours, ni dans 100 jours, ni dans 1000 jours. Ce sera long et compliqué, mais on va gagner. Et c'est le défi de cette génération. Gagner comment, mon général? Bien, je ne sais En pas. allant au sol, en lançant des bombes? Aller au sol, soyons clairs. En lançant des bombes, non. En allant au sol, non. Parce qu'il n'y a aucune troupe qu'on puisse déployer au sol aujourd'hui. On n'en a pas physiquement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de troupes occidentales et il n'y a pas de troupes locales, contrairement à ce qu'il dit. Donc, C'est une erreur, en général, d'y envoyer des troupes occidentales comme en Irak. Mais je Parce que dis, ce serait retourner la situation. La Vous êtes question d'accord, n'est pas François là. Moi, je dis simplement, il n'y a pas aujourd'hui un seul pays capable, des locaux ou d'autres, d'envoyer des troupes au sol. On la Donc, gagne comment, la bataille? c'est peut-être d'abord en asphyxiant. Peut-être d'abord en asphyxiant. Quand même, si Daesh vit, c'est parce qu'il est financé. Il est financé par qui? Essentiellement, et qu'il contrôle le territoire. Par la Turquie? Par la Turquie. Tayyip Erdogan s'est 75%. scandalisé aujourd'hui par les accusations que l'on porte sur son pays. 75% des financements de Daesh sont de la contrebande de pétrole et de... 50%. Bon, 50%. Ouais, une partie. On coupe c'est Déjà, si vous voulez, on dit le nerf de la guerre, mais coupons-le. Cette position tout à fait ambiguë de M. Erdogan qui tient le robinet de Daesh et qui tient le robinet des migrants, parce que c'est bien lui, on doit, je crois, être clair. On doit être clair aussi. Et des combattants. On doit être clair aussi avec les pays du Golfe. C'est pour ça que la première action, elle est forcément diplomatique, puisque ce n'est pas par la guerre initialement qu'on arrivera à résoudre le problème. On a une sentinelle citoyenne, on voit Tayyip Erdogan qui s'est dit, je le répète, scandalisé, en tout cas c'était l'information de France 24 en expliquant qu'il refusait ces accusations. On a ce tweet qui est très intéressant, qui est stratégique. La seule solution pérenne, nous dit Tweetos, sera une scission de la Syrie en un ou plusieurs États, chiites, sunnites, je ne sais pas s'il fait référence. Pourquoi ne pas commencer à y penser? C'est-à-dire qu'on prend la règle et on redessine, on redécoupe, on réinvente. Vous voulez qu'on fasse comme les colonies, comme le Congrès de Vienne, C'est ça, comme autant des colonies, Metternich. on va depuis les airs diviser comme ça, mais c'est plus comme ça que ça Donc marche. ça vous met en colère. J'avais cru comprendre Ça qu'au vous- XXIe siècle, on La essayait un souveraineté. tout petit peu Oui. de tenir compte de la volonté Et des des peuples. peuples. C'est un d'accord. peu- Je comprends la réaction de votre C'est vrai que l'Irak téléspectateur. est en miettes, Je comprends, la Syrie mais aussi. aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on ne prend pas comme ça une règle pour découper les territoires. Edouard de Sipel. Un réflexe eurocentrique. Non, moi, on ne je- va pas refaire ça ex je suis pico pas en d'accord 1916 où Moi, on je suis pas d'accord. s'amuse Eh à oui, partager mais les non, mais attendez, il y a un territoires. débat ce Il y a soir sur plusieurs cette choses. question de la D'abord, carte. moi je considère que l'avenir du Moyen-Orient et des peuples du Moyen-Orient doivent être déterminés par eux-mêmes. Il faut qu'on les aide lorsqu'ils sont en danger. C'est deux pays en miettes, Vous l'Irak me et la demandiez Syrie tout à qui, l'heure, Il y a même plus de pour que tout frontières. le monde comprenne, comment est-ce qu'on va mettre fin, détruire, éradiquer Daesh. Oui, Il y a c'est- 3 niveaux, il y a 3 plans. Il y a d'abord bien sûr la dimension militaire, on ne peut pas faire autrement, et ça suppose aussi un combat au sol à un moment donné. Ah.
Par les troupes On locales. l'a toujours dit, évidemment, les pays de la région. Non, mais soyons clairs, il n'y a pas de troupes locales. Pour l'instant, à construire, mon général. Il n'y en a pas, peut-être dans 2-3 ans, mais là, il y en a pas. Deuxièmement, assécher. Dit, hein. Il n'y en a pas. Oui, J'ai fait des débats il y a un an sur ce sujet. Il y aura les troupes locales, vous verrez, elles sont formées. Arrêtons ça, il n'y a pas de La troupes locales. tectonique de la géopolitique et de la guerre sont des affaires compliquées. Il faut se donner les moyens dans le temps. Il faut mieux le faire vite, mais c'est comme ça. Assèchement financier, ensuite de l'État islamique, c'est ce que vient de dire le général. Et enfin, avec une solution qui sera nécessairement politique. C'est-à-dire d'abord une transition à Bachar en Syrie. D'accord. Écoute, moi, je vais vous dire comment va terminer l'histoire. Moi, je sais comment ça termine. C'est intéressant parce que ça fait un bout de temps Arnaud qu'on nous dit va partir. Je vous donne la fin de l'histoire. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera et par quels moyens. C'est une Syrie sans Bachar el-Assad. Il y aura des éléments du régime syrien, mais sans Bachar el-Assad et avec la destruction de Daesh. Pour quand, comment, c'est toute l'histoire qui a commencé à être écrite. Ça, c'est la fin de l'histoire. Nous verrons. Rêvez. Nous verrons. Non, nous savons. Ou alors ça va ça durer Nathalie Goulet. Non, mais le général d'abord. comment ça va. Non, mais juste un mot. Moi, je suis opposé à l'idée qu'il faut vouloir le Moyen-Orient de demain comme le Moyen-Orient d'hier. Il est détruit, là. C'est terminé. Et attendez, depuis qu'on a fait Sykes-Picot, on a redessiné 2 fois complètement l'Europe. On a créé le Kosovo. Enfin, cette histoire de frontières qui ne peut pas bouger, il faut être raisonnable. Il n'y a plus de... Vous seriez favorable. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit que c'est nous qui l'ont. Non. C'est pas nous qui allons les C'est pas redessiner. nous. Mais je dis... Mais si c'est ce que veulent les Syriens, bien sûr, ça sera à eux la de choisir. Syrie d'hier est morte, l'Irak d'hier est mort. Donc ne nous battons pas pour un monde qui a disparu, construisons avec les partis locales le Moyen-Orient de demain. Nathalie Goulet, quelques mots et notre sentinelle qui veut s'exprimer parce que je pense qu'elle va nous parler peut-être de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas. On vous écoute. La carte, la façon dont on regarde ce pays, c'est vrai qu'on a beaucoup d'émissions géopolitiques, on voit la carte, on voit que c'est 2 pays en miettes, on voit que ce sont des pays émiettés, l'Irak va très très mal, les Iraniens sont sur le territoire, la Syrie est morcelée et au milieu il y a l'État islamique. Comment on fait ? D'abord, il n'y a plus de frontière entre l'Irak et la Syrie, déjà pour commencer. Donc tout ça est très poreux et tout est très compliqué. Chaque fois que Bagdad est tombé, depuis l'Antiquité, il a fallu redessiner tout le Moyen-Orient. Donc on y est. Donc il va falloir trouver une solution politique qui n'existe pas, mais elle n'existait pas avant, quand les massacres en Syrie ont commencé, comme elle n'existe pas aujourd'hui, alors qu'on s'y dirige, tant mieux. Mais de toute façon, les Iraniens sont quand même au sol, pour le coup, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont quand même là, parce qu'ils vont demander à personne l'autorisation de lutter contre Daesh. Nathalie Goulet, avant d'entendre notre sentinelle, l'opinion commence à se demander finalement, ne voyant pas arriver cette coalition, parce que c'est vrai que c'est compliqué, on vient de l'entendre dans cette première partie de débat, se dit mais est-ce qu'il faut attendre un autre attentat encore plus grave pour Mais vous avez un autre problème. Qu'est-ce qui peut se passer pour que... Attendez, vous avez un autre problème, c'est que vous avez l'ennemi qui s'appelle Daesh, qui est à l'extérieur, et puis à l'intérieur, vous avez des gens qui sont aussi sur le territoire national. Je ne veux pas employer d'expressions désagréables qui ont été employées par quelqu'un d'autre. Je ne partage pas la philosophie, mais vous avez quand même des gens prêts à combattre la République à l'intérieur de nos frontières, y compris plutôt à l'intérieur des frontières européennes. Et donc, il faut faire les deux en même temps. Bruno Tertrais, l'opinion s'interroge là-dessus. Attendez, il faut dire à l'opinion, puisqu'elle s'interroge, me dites-vous, que c'est pas parce qu'il n'y a pas une coalition où tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas des actions militaires tous les jours, toutes les nuits, de la part des Français, des Russes, des Américains et de certains autres pays qui vont nous rejoindre. Moi, je vais poursuivre ce que disait Eduardo Riancibel tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui. C'est un peu comme ça que ça va se terminer. Le problème, c'est que je crois que avec la Russie, on finira par trouver un terrain d'entente sur la transition politique, parce que la Russie préférera faire partie. Il y a une partie des cartes. Une partie des cartes, bien sûr. Et les États-Unis, la France. On sent qu'il essaie, mais qu'il n'y arrive pas. C'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est que pour l'instant, il ne veut pas. Mais il veut faire partie de la solution, et il fera partie de la solution. Tous les pays qui contribuent militairement feront partie de la solution. Le problème, c'est que, premièrement, la Russie devra se séparer de l'Iran, parce que l'Iran ne veut absolument pas. Mais je ne veux pas entendre parler une seconde d'un changement de stratégie. Je pense que la Russie est plus souple et que par ailleurs, il y a quand même un menu problème aujourd'hui qui s'appelle Bachar el-Assad, parce que c'est quand même quelqu'un qui a dit il y a 1 an et demi, un journaliste français qui venait le voir, je gagnerai, Damas sera détruite, mais je gagnerai. Il est prêt à tout, il avait averti qu'il ferait comme son père, c'est-à-dire que son père qui avait rasé 20 000 morts, dit-on, la ville de Hama, une ville qui était une insurrection islamiste. Donc malheureusement, c'est pas encore pour demain, même si à moyen terme, je suis
modéré, sentinelle. relativement Oméra. optimiste. Allez-y Oméra, posez votre question parce que les citoyens ont la parole et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par les Français qui comprennent pas bien et c'est important aussi de faire de la pédagogie, de leur expliquer calmement cette situation un peu complexe. Oméra, bonsoir, posez votre question. La France a livré des armes aux rebelles syriens dans le fleuron de leur arsenal et quand même des missiles Milan fabriqués par la France. Il faut se souvenir que les financements sont substantiels et proviennent des amis de la France et il faut savoir qu'on a fermé les yeux pendant des années sur ces financements, tout comme on a fermé les yeux par le fait que les armes sont acheminées en Syrie via la Turquie. Vous voulez dire quoi? Quand on a une sorte de double jeu, Oméra? Oui, tout à fait. Je dirais qu'on est en train d'être pour la thèse et pour l'antithèse. On est des pompiers pyromanes, tout à fait. Pompiers pyromanes. On a armé ces rebelles, puisqu'elle nous parle de ces rebelles. Bien sûr. Vous parlez de ces rebelles de l'armée libre syrienne ou Je parle des rebelles, ceux qu'on appelle les rebelles, les djihadistes, qui sont soi-disant depuis des années en train de combattre Bachar el-Assad. On les a armés. Alors, et aujourd'hui, il y a les rebelles. Question concrète, si vous voulez bien. On sait qui? Les djihadistes, nous dit-elle. On sait qui? On les armés, c'est qui? Moi, je parle de la France. D'accord. La Donc, France, non, en la tout France cas, n'a pas les a armé les armés. djihadistes, madame, je suis désolé. Elle a Pardon éventuellement aidé, effectivement, d'une part, l'armée syrienne libre, qui est affaiblie, mais qui existe et peut faire mal. Très fragilisé. Oui, ils étaient moins fragiles quand nous voulions intervenir il y a 2 ans, à la demande du président à la Hollande. suite de la preuve que nous avions que Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques contre son peuple. Nous avons été laissés seuls par les États-Unis, sans doute parce qu'ils avaient la priorité sur l'accord sur le nucléaire iranien. Je pense que c'est une erreur et il faut qu'on rattrape ce temps. C'est derrière nous, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et nous avons aidé et armé les combattants peshmerga kurdes au nord de l'Irak. Mais non, madame, nous n'avons pas, je le dis formellement, fourni des armes à des djihadistes d'Al-Nosra, Al-Qaïda. Pourquoi est-ce qu'on a Ça, fermé ce les n'est pas yeux nous. pendant des années sur le financement qui viennent d'Arabie Saoudite et de Qatar? Parce que ce sont des amis de la France. Ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas la France. C'est pas un autre sujet, je suis désolée, c'est le même sujet. Quelqu'un finance ces gens, quelqu'un fait acheminer les armes et il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux. On est d'accord qu'il faut L'Allemagne n'a arrêter pas les doubles d'armée. discours. On est L'Angleterre d'accord est qu'il y a une île. certains pays de la région. Les États-Unis, c'est trop loin. C'est les Français qui sont sur place. Et Madame, si la je suis France d'accord change de avec vous sur un discours point. aujourd'hui, tout d'un coup, il faut assumer ce que la France a fait et a dit pendant Nathalie des Goulet, années. Ne vous en pas, Oméra. Le double jeu, on l'a entendu, mais juste je veux vous entendre parce que j'imagine que vous avez aussi un point de vue. Et je prolonge sur ce que nous dit Oméra. Il y a une très belle tribune de Kamel Daoud, qui est un écrivain et qui dit, cette phrase est très très belle et terrible, Daesh a une mère, l'invasion de l'Irak, mais il a aussi un père, l'Arabie Saoudite et son industrie idéologique. C'est joli parce que c'est un écrivain, mais c'est quand même, c'est pas juste. C'est pas vrai. Non, c'est pas juste. D'accord, pourquoi? Pour la mer, si. Pour la mer, oui. Ouais, l'invasion de l'Irak. L'invasion de l'Irak, bien sûr. C'est pas vrai. Alors, l'invasion de l'Irak. L'invasion de l'Irak. Attendez, éclairez-nous. Il n'y a pas de cordon ombilical entre Daesh. Attendez, chacun son tour. Bruno Tertrais. Daesh n'était pas On inévitable. est mieux élevé au Sénat. Nathalie Goulet. Madame la sénatrice, je vous en prie. non, mais Vous voulez dire République Sénat ou LCP? Oui, il faut que je m'habitue. Vous savez, chez nous, Nathalie c'est un Goulet, peu plus feustré. est-ce qu'il y a un cordon ombilical, c'est ce que nous dit Kamel Daoud, Oui. et je le reformule, entre Daesh et l'Arabie Saoudite? Alors, puisque vous êtes à l'OTAN, à la Commission des affaires économiques... Et vous l'étiez il y a encore une semaine? Voilà, j'ai commis un rapport sur le financement du terrorisme qui est en ligne, où on a diverses sources de financement. Alors, en ce qui concerne le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont toujours signalés, il n'y a pas de preuve que ce soit des financements étatiques, ça peut être des financements d'organisations, de fondations. Et alors, les Américains... Enfin, ils sont saoudiens quand même. Ils Non, mais attendez. Non, mais d'accord. Mais les Américains ont réglé le problème. Les Américains ont réglé un certain nombre de problèmes dans toutes les fondations qui comportent des mouvements de fonds. Ils ont mis un administrateur du Trésor américain pour vérifier la traçabilité. Et depuis, en tous les cas, au moins 2 ans maintenant, si à peu près, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont absolument du côté de la coalition pour une raison très simple. C'est que Daesh a décidé que la famille régnante, que la famille régnante était des mécréants qui devaient être remplacés, qu'il fallait aussi déplacer la Mecque. Alors, ils sont touchés quand aussi. brusquement vous devenez une victime, ou une cible potentielle, ça affecte votre bonne humeur.
tard, voyez-vous. Et donc, ils ont vraiment arrêté le financement, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur les missiles Milan, Général Desportes, parce qu'on a une sentinelle qui est très mobilisée, qui dit maintenant on a un double jeu. La France a fourni des missiles, elle a joué un double jeu depuis très longtemps. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites, après tout, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas armé les bonnes personnes? Non, écoutez, alors, d'abord, il y a l'affaire de faisabilité. Les missiles, c'est quand même pas aussi simple de tirer. Le maniement de ces missiles. C'est quand même compliqué. C'est comme les missiles aériens, etc. Il y a des conditions de préservation, des piles, d'humidité, etc. Je crois que c'est quand même très, 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 très difficile. Bon, parlons de l'armée. Je ne sais pas si on va entendre le ministre de la Défense, mais il a recentré aussi dans le débat sur le prolongement de l'intervention syrienne. Il a expliqué que ça bougeait. Les Allemands vont pouvoir apporter leur aide au Mali. Vincent Desportes, j'ai lu, alors je ne sais pas s'il a lu votre livre, il a dû l'apprendre par cœur, parce que Nicolas Bavrez, dans le Point, fait une très très longue tribune où il fait un panorama un petit peu sombre. Alors l'armée, il ne dit pas que l'armée est pourrie, je ne veux pas énerver Eduardo Riancipel. Il explique quand même qu'il y a une partie de notre matériel, je parle des blindés, je parle des hélicoptères, je parle d'un certain nombre de véhicules qui sont sur la jante, la moitié sont en panne. Il dit qu'il faut doubler notre budget dépenses et qu'il faut aujourd'hui faire coller les mots aux actes. Qu'est-ce que vous lui répondez et qu'est-ce que vous répondez à Vincent Desportes? Parce que c'est une des problématiques qu'il soulève. Moi, je veux d'abord dire que M. Bavrez a globalement raison dans son analyse. Bon, voilà, c'était un petit sourire. Je ne sais pas s'il a copié votre livre, en tout cas, il est sur votre thèse. Il l'a lu. Moi, je pense qu'il l'a lu. Il l'a lu. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire aux Français qui nous regardent, oui, cet effort, cette guerre va nous coûter cher et on va devoir se réarmer, prendre des soldats, et que ça a un coût pour la collectivité? Oui, il faut le dire de manière pacifique, si vous me permettez cette expression, tranquille. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, sauf qu'entre-temps, on s'est donné quoi avec le livre blanc sur la défense et la sécurité On dit nationale? qu'il est obsolète déjà. Non, et pas du tout. Je pense que les analyses que nous avions faites... Non, il n'est pas obsolète, mon général. Pardon. Le livre, il est fait pour une durée longue. Il n'est pas fait pour tout est contredit, allons. Je ne le crois pas. Nous avions raison sur le fond, notamment sur les crises. Qu'est-ce que nous avons identifié comme crise majeure, y compris l'arc terroriste? Écoutez, est-ce que je peux juste terminer? C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Parce que l'important, c'est les conséquences. C'est le désarmement. D'abord, nous avons une loi de programmation militaire qui a stoppé la descente du budget de la défense. Mais non, c'est faux. Non, mais c'est faux. C'est faux. Si, inflation mise à part. Inflation mise à part. Mais l'inflation, c'est pas tout à fait quand rien. elle est à moins de 1% en général, ça n'a pas d'effet. Deuxièmement, je sais qu'il va pas être long. Si, c'est la réalité. Terminez, s'il vous plaît, parce qu'on va débattre. 31,4 milliards d'euros par an au départ de 2014 à 2019. Il faut le doubler. Bon, peut-être, si il y a qu'à Faucon, très bien, qui nous donne l'argent. Un peu de volonté politique. Moi, je suis on est favorable, par exemple, à ce qu'on sorte les dépenses de défense, oui. d'investissement, du calcul des 3% pour l'équilibrer par rapport pour le déficit budgétaire. Moi, je crois que c'est légitime. En revanche, c'est l'effondrement des États qui crée ces perturbations. Et aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Nous avons lancer des plans de rénovation, notamment de l'armée de terre, mon général, comme vous le savez, qui est fondamental, qui rénove beaucoup de choses. Et ça va être un travail long. Excusez-moi, on est dans un débat à la fois technique et politique. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement sensible. Les Français nous disent on a besoin de douaniers, de policiers, de militaires. C'est mon point. Justement, je trouve tout à fait normal qu'on réoriente aujourd'hui notre dépense, notre outil militaire. Doubler, c'est totalement absurde. J'aime beaucoup Nicolas Bavrez, mais aujourd'hui, dire aux Français qu'on va doubler le budget militaire, franchement, c'est totalement irresponsable. On va peut-être l'augmenter, le doubler. Non, c'est pas vrai. En revanche, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on se focalise uniquement sur l'aspect militaire. Je crois que, par exemple, nos moyens policiers, nos moyens judiciaires, la déflation des effectifs policiers. Là, il faut remettre le paquet. C'est aujourd'hui quelque chose que nous payons et que nous payons très cher. Et pour moi, je pense que c'est, pour le long terme, une priorité au moins aussi grande que celle du budget militaire lui-même. Vincent Desportes, je vous dis cette petite phrase de Nicolas Bavrez et on va entendre le ministre. Et vous allez réagir derrière, vous allez voir, c'est en phase. Bavrez dit les opérations exacerbent l'insuffisance de transport aérien et accélèrent l'usure du matériel, ce qui fait chuter leur disponibilité à un niveau inquiétant, de 41% pour les avions et pour les hélicoptères et de 60% pour les frégates. Voilà, ça c'est des chiffres. C'est-à-dire qu'on est en grande difficulté et la raison pour laquelle on a besoin d'une coalition. On ne peut pas seul nous déployer et partir. La fleur au fusil. Non, mais Vincent Desportes. On a besoin d'une coalition, mais on a surtout besoin de faire un effort. Alors, vous dites fort justement, la police et la sécurité, c'est aussi important, mais vous avez raison. Le Bataclan, c'est quand même l'échec, moi je dirais la faillite de l'État régalien. C'est-à-dire que l'État n'est plus capable
incapable de remplir les missions qui sont sa raison d'être. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, je dis que la première mission de l'État, c'est la défense et la sécurité des citoyens. Les États se sont créés pour cette mission-là. Et quand on a 130 morts au milieu de Paris, c'est qu'il y a une faille. Et cette faille, elle vient d'où? Elle vient que par démissions politiciennes successives. Gauche-droite confondues. Oui, depuis 25 ans ou plus, l'État-providence a mangé l'État régalien et qu'aujourd'hui, il faut faire des efforts, reconstruire les moyens d'exécution des missions régaliennes. Et ça demande un effort considérable aux Français. Et M. Tertrais dit, et il a raison, il y a qu'à Faucon. Oui, il faut du courage, mais il faut un discours politique fort pour dire... D'accord là-dessus, mon général. Je parlais juste du doublement Eh bien, du budget de la disons-le, défense. mais qui me semble disons-le. irréaliste. Lisez l'article de Disons-le, Bavrez et Français. lisez le livre du général Desportes. Vous dites quoi, Nathalie Goulet, ce soir? Les Français se disent, et beaucoup le disent, l'armée n'est pas en forme, les soldats sont fatigués, ils sont déployés en Centrafrique, ils sont au nord du Mali, et c'est compliqué. Un soldat est mort d'ailleurs aujourd'hui. On peut pas. Blessé puis mort ensuite, et il est mort. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, on peut pas être partout. On a des OPEX, on a des forces formidables sur On le est trop terrain. dispersés. Non. On a des forces formidables sur les terrains. On est là où on doit être et on est solidaire avec nos forces de police, de gendarmerie, nos services, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Ce que je dis simplement, c'est que on a depuis Charlie investi pratiquement 1 milliard d'euros pour du matériel, du personnel, etc. Parce que là, on a constaté qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes. On annonce 600 millions d'euros dans la loi de finances et le budget sécurité qu'on vote dans quelques jours. Bon, donc c'est quand même pas rien. Bon, la troisième chose que je voudrais quand même Ça souligner... va creuser les déficits. Non, mais de toute façon, le président... Non, justement, ça ne va pas creuser les déficits. Est-ce qu'a dit le président, si je peux finir ma phrase, là où à mon sens on devrait quand même travailler, c'est que les forces françaises qui sont là où elles sont, servent aussi à l'ensemble des pays européens. Et je crois qu'on devrait quand même bien réfléchir On est bien seul. Hein. à avoir au moins une contribution d'estime de nos voisins, parce qu'on est quand même la seule armée susceptible de faire ce qu'on fait, et on est tout seul. C'est-à-dire, Donc, en hommes, en matériel, financement... C'est ce que on faut tirer doit- les dépenses de défense on du doit- calcul. Ouais. Mais, non, mais il faut Des absolument- 3% du déficit Non, mais budgétaire. pas du déficit. Il faut ça c'est Non. sortir du déficit. Ça ne fait pas de l'actif. Il faut Faisons de l'actif. Il faut absolument que nos voisins européens Mettre- contribuent à une ligne budgétaire. Qu'ils Parce tendent que- comme nous vers les 2% du PIB. Non, mais d'accord, en mais dépenses non, mais militaires. qui contribuent à notre effort de guerre, parce que notre... ça viendra. Ça Quand ils viendra seront touchés, quand ils seront eux, touchés bien eux-mêmes. sûr. C'est Quand triste à les- dire. Attendez, C'est triste à dire, mais c'est ça. Allez-y, L'Europe Vincent Desportes. est une Europe des curiaces. On a 122 morts à Antiocha, à Madrid en 2004. On ne fait rien. Londres, 2005, 225 morts. On ne fait rien. On attend. Et là, c'est la France. Et les autres disent attendons, c'est pas encore nous. C'est pour ça que les égoïsmes nationaux sont aujourd'hui la première menace contre la Très bien, sécurité des Français. Je vais vous faire entendre juste, Très bien. écoutez, Très bien. David Cameron, aujourd'hui, je vais vous entendre pour terminer ce débat, c'est très intéressant parce que les Britanniques ont fait évoluer leur stratégie de défense aussi en réduisant leur budget. Écoutez David Cameron, ils ont réaugmenté mais ils avaient baissé. Écoutez, c'est David Cameron qui essaie de convaincre évidemment sa représentation d'intervenir en Syrie et de se lancer dans la coalition. Écoutez-le. Je n'ai aucun doute qu'une action pour bloquer Daesh soit dans notre intérêt national. Et les arrêter signifie intervenir en Syrie parce que leur siège est à Raqqa. Mais pourquoi nous ? Ma première responsabilité en tant que Premier ministre et notre tâche première est de maintenir la sécurité du peuple britannique. Nous en avons les moyens et nous pouvons augmenter de façon significative les capacités des forces de la coalition. Très court, Édouard de Rion-Sipel, c'est vrai que là, les Britanniques s'étaient reculés, frappés en Irak, mais pas en Syrie, c'est qu'il y a une volonté. C'est quoi? C'est l'Irak qui coûte très cher aujourd'hui aux Britanniques et ils sont prudents? Incontestablement, l'Irak a détruit, ou en tout cas désorganisé profondément l'armée. Plus l'Afghanistan, c'est clair. L'armée britannique n'est pas en capacité aujourd'hui d'engager ce que nous sommes. C'est pour ça que je veux quand même, et pardon Nathalie Goulet, je ne vous reprochais pas à vous en particulier tout à l'heure d'avoir une conversation, mais il y a un vrai discours savoir-faire général. en France. Écoutez, c'est très chez nous. simple. C'est Pas très chez simple. Les militaires sont des gens sérieux, y compris quand le chef d'état-major des armées est devant le président de la République. Quand le président lui demande de faire quelque chose, il dit je peux faire ou je ne peux pas faire, ou alors pour faire j'ai besoin de tant de moyens. On ne fait que ce que l'on peut faire. mais on a Je vous fait donne nos un moyens. exemple, Arnaud Ardon. On aimerait bien faire quelque chose en Libye, mais on ne peut pas. Parce que nous sommes déjà dans le Sahel, sans la Très Libye. dangereux la Libye. Nous sommes en RCA avec 900 hommes, et je vous signale que On nous doit y avons rester en évité... RCA. Oui, parce que nous avons évité un génocide. Nous avons évité un génocide. Et la situation n'est pas encore réglée, vous avez raison, mon général. Loin de là. Si jamais le sol national était en danger imminent,
d'une attaque lourde, qu'est-ce qu'on ferait? On rapatrierait tout le monde pour nous protéger. Mais pour le moment, nous avons les moyens de faire ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'on peut faire confiance aux décisions qui ont été prises pour ne pas casser notre modèle de défense, pour ne pas casser la capacité d'entraînement et de préparation, et de ne pas casser Donc non l'armée plus est encore la sur ses deux rénovation jambes. du matériel. Vincent Desportes, on lit 30 000, 50 000 hommes. Il nous faudrait une armée de terre avec des soldats plus importants. De combien on augmente nos forces? Est-ce que vous vous rendez notre compte nombre que nous avons déployé 2/7 de notre armée pour le plan Sentinelle? Vous imaginez Des hommes ça? dans Paris qui Bien sûr, patrouillent dans les grandes villes. en Paris, 2/7 de nos forces vives sont déployées pour ça. Ça veut dire qu'il ne nous reste pas grand-chose. Et donc, je suis d'accord avec vous, on est partout, on tient, mais on voit bien qu'on est en train de s'user complètement et que si on ne réabonde pas rapidement les armées en budget et en force, pas On suffisamment. passe à combien en Peut-être, général? Il faut combien Il y a plus pour de l'armée de déflation, terre? hein. On augmente de combien? On passe à quoi? Tout le monde est d'accord, et Madame Adam est parfaitement d'accord sur le fait que le budget doit être rapporté très rapidement à 2% du PIB, hors gendarmerie et hors pension. En Parce nombre qu'il de troupes, combien? il faut 100 000. Il faut 100 000. Si vous voulez, regardez le Mali. Vous disiez tout à l'heure, monsieur le député, qu'au Mali, on tenait, mais on a été contourné à Bamako. Le problème de l'armée française, c'est qu'elle est partout où elle doit être. Moi, je On ne n'est pas seul d'ailleurs dans le Sahel. On est 4 000 pour gérer l'Europe, quoi. Un Voilà, territoire mais je grand ne comme... nie pas. Il y a le UTM. On est Gilles, d'accord. Bernard Traoré. Parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut dire que moi, je ne suis pas sûr que je puisse donner des chiffres, qu'ils soient budgétaires ou en effectif. On peut avoir des débats là-dessus. Mais il y a un point sur lequel je rejoins totalement le général, et je crois que ça va être le grand débat des années à venir. Est-ce que les missions de l'État, le budget de l'État, doivent ou non se recentrer sur ce qu'on appelle régalien. le domaine régalien, sécurité, police, justice, etc. Ou est-ce que nous continuons à avoir un modèle de société dans lequel la dépense sociale, je ne sais pas s'il faut l'appeler providence, parce que c'est pas très... Enfin, quand on voit le nombre de gens qui sont vraiment dans les situations difficiles, je ne sais pas s'il faut appeler ça la providence. Mais en tout cas, là où on sera d'accord, c'est pour dire que ça va être, à mon avis, un très grand débat, un de nos grands débats de société des années à venir. Juste équilibre entre finalement les impératifs de sécurité et de pouvoir projeter des troupes et aussi la protection et la vie sociale des Français. Oui, enfin, ça a aussi financé le bouclier fiscal sur lequel on n'était pas forcément d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une politique à mener, et c'est vrai que les gens vont sûrement se rendre compte aujourd'hui de l'intérêt d'avoir une armée en état de fonctionnement. Pour vous, elle n'est comme pas ça. aujourd'hui en bon état, cette armée? Il faut une police, il faut une justice, il faut des juges d'instruction. Je parle de l'armée. L'armée, elle est dans bien meilleur état qu'elle ne l'a été, mais il faut encore l'aider. Absolument, continue. La sécurité n'est pas un acquis social. Ça, je crois que les Français doivent le comprendre. Ça n'est pas donné par l'État. Chacun doit faire un effort. Est-ce qu'il faut accepter le surcoût? Je repose ma question. J'entends que l'Europe doit nous aider. Elle ne nous aide pas. Oui, mais il y aura le donc un président a été surcoût. clair. S'il faut laisser filer un petit peu le déficit, je ne vous dis pas de passer de 3 à 8%. Non, si on passe de 3 à 3,4 pour 2017, 3,5, parce que ça nous permet de prendre des décisions et des dépenses qui assureront la sécurité collective de toute l'Europe. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut qu'on ait un travail de long terme pour repenser beaucoup de choses en matière de sécurité intérieure dans les dispositifs pour nous adapter à ce qu'on appelle un nouveau contexte stratégique. Et s'agissant de Sentinelle, vous le savez, l'état-major des armées proposera un plan au président de la République. On va arrêter les contrôles statiques et on va passer à du contrôle, La question des sentinelles est un contrôle sujet. de zone. C'est-à-dire que les militaires, dans le prochain plan, est très mauvaise. la prochaine étape, c'est que nos militaires vont agir sur le sol national de la même façon qu'ils opèrent au Mali ou qu'ils opéraient en Afghanistan. Et ils ont des capacités pour recueillir du renseignement, pour sécuriser, pour protéger. Et comme a dit le chef d'état-major des armées, la surprise doit changer de camp. Vive le bicaméralisme. Moi, je crois que tout ça est très bien, mais il y a un mot qu'on n'a pas entendu, c'est la prévention. Et moi, je peux vous dire Prévention de quoi? de la prévention de la délinquance. Vous savez que le terrorisme utilise les réseaux de la délinquance, Les et de petits la délinquance, délinquants, la petite, la trafiquants. moyenne financière, les trafiquants, etc. Et donc, l'État régalien doit revenir dans les banlieues et dans les endroits où ils ont complètement ça, parce que c'est pas la peine de faire tout ce qu'on fait à l'extérieur si on ne fait on pas a des zones de non-droit. de la prévention et de l'argent dans la prévention et dans l'éducation aux endroits où ça doit être. Merci à vous, Vincent Desportes. L'armée doit aller aussi dans ces zones de non-droit, dans les banlieues, puisqu'on parle de Paris. Je ne dis pas ça, mais ce qui est vrai, c'est que l'État doit être rétabli partout. On ne doit plus avoir de zone endroit. Et par contre, je pense que ce n'est pas à la génération future de payer notre sécurité aujourd'hui. Ce sont les Français d'aujourd'hui Débat qui sur le doivent déficit. régler leur sécurité. Merci. Le livre de Vincent Desportes, à lire, La dernière bataille chez Gallimard. Vous l'avez apporté, c'est un livre important sur
l'état et la situation de nos armées. Merci à Bruno Tertrais à découvrir son texte « L'art de la ligne rouge ». C'est un travail de fond sur les questions qu'on a évoquées ce soir. Et je remercie Eduardo Rion-Sipel, bien sûr député socialiste de Seine-et-Marne, Nathalie Goulet, sénatrice UDI. Mais oui, chacun a eu la parole dans ce débat de l'Orne. Et puis ce vote JDD sur Bachar el-Assad, je pense qu'on a le temps. Regardez-le, c'est assez intéressant puisqu'on a eu ce débat sur Bachar. Regardez, on va le voir. Faut-il faire alliance avec Bachar el-Assad pour lutter contre Daesh? Ceux qui ont voté oui à 88%, non à 12%. C'est un débat important. Les citoyens ont en tout cas tranché sur le site. Merci à vous quatre. Demain, on s'intéressera évidemment avec beaucoup d'émotion à ces commémorations. Elles auront lieu aux Invalides. Ce sera un moment fort et émouvant. On en parlera et je serai là pour en parler sur ce plateau. Bonne soirée, à demain. Merci pour votre fidélité. Et merci.